Allez, on passe à la séquence suivante. Avec Bernard Coidon, Personne à la rue. Je crois qu'il y a un diaporama qui est en soutien. Non, il n'y a pas de diaporama. Tu viens ici, c'est le plus simple. Voilà. Donc Bernard, qui est le président de la grosse association Arelia. On voit d'ailleurs ce qui n'est pas anodin, les transformations qui sont opérées au cours de ces 30 dernières années. Les petites associations, on leur a dit « Non, il faut te mettre avec ton voisin, il faut faire des économies d'échelle. » On a maintenant, pour le social, à gérer d'énormes machines extrêmement complexes qui ont des intérêts parce qu'ils ont un plateau technique diversifié, mais en même temps, souvent, on quitte quelque chose d'humain pour quelque chose qui est pas assez humain. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je ne vais pas vous faire du théâtre, j'en serais bien incapable, et je ne vais pas parler très longtemps non plus. Simplement évoquer un dispositif un petit peu particulier d'Arelia. Et moi, je ne voulais pas qu'on parle de la pauvreté dans ce colloque sans qu'on évoque les pauvres parmi les pauvres. Je veux parler des sans-papiers, des déboutés de droit d'asile, on les appelle comme on veut, des personnes en situation irrégulière qui n'ont aucun droit, même pas le droit d'exister sur leur territoire, sur le territoire français, ni même souvent dans leur pays. Ils n'ont aucun revenu, malgré parfois des choses qu'on entend où on dit qu'ils dépensent beaucoup d'argent public, etc. C'est pas vrai. Ils n'ont zéro revenu, pas le droit de travailler. Voilà. Alors, on en parle en ce moment ces jours-ci au Sénat, comme l'a dit Henri Mollon. On n'en parle peut-être pas avec toute la bienveillance et toute l'empathie voulue, mais donc c'est un sujet d'actualité. Voilà, je voulais vous parler d'un petit dispositif qui a été mis en place il y a 5 ans à Arelia. Je reviendrai peut-être un petit peu après sur Arelia, ça siffle. Donc ce petit dispositif, sa naissance, c'était en décembre 2018, il y a 5 ans, quand j'ai reçu un appel, un coup de fil, un dimanche soir, d'un ami qui me dit « Écoute, là, je suis en plein centre-ville, j'ai devant moi un jeune Africain qui est assis par terre, il pleure, il est 20 heures, et il n'a pas de logement pour ce soir. Et la nuit, il est comme ça depuis un certain nombre de semaines. La nuit, il se promène dans les rues pour ne pas avoir trop froid jusqu'à 5 heures du matin. Et à 5 heures du matin, il va dans le hall de la gare, parce que la gare ouvre à cette heure-là, et il se met dans un coin pour dormir un petit peu. Bon, moi, je lui dis, écoutez, moi, j'ai pas de solution pour toi, pour lui, en tout cas. Donc, j'ai appelé le 115, et on m'a fait comprendre au 115 que, non, ce monsieur n'était pas prioritaire. C'était un homme sans papier, donc pas prioritaire, donc non. Donc, on a trouvé une solution interne provisoire à Arelia pour l'héberger quelques jours. Et ensuite, on a réfléchi à un dispositif au sein d'Arelia. Alors, ce dispositif ne pouvait pas être financé par des fonds publics, puisque par principe, effectivement, l'État ne donne pas d'argent pour des personnes qu'il voudrait voir partir hors de France. Donc, oui, il y a un petit sifflement. Ah, c'est peut-être mieux comme ça. Donc, on a essayé de trouver une solution avec un financement interne, et donc on a fait appel au bénévolat. Et on a monté un petit réseau d'environ 80 personnes, 80 donateurs, qui, depuis 5 ans, ils sont assez fidèles, donnent régulièrement, tous les mois, un petit peu d'argent, 30 euros, 50 euros, ça dépend plus ou moins, pour financer l'hébergement de ce jeune, mais aussi d'une dizaine d'autres jeunes qui ont frappé à notre porte aussi. Donc tous des jeunes sans papier. Il se trouve qu'ils sont d'origine africaine, pas des célibataires, voilà. On s'en occupe donc au sein d'Arelia
avec un système purement de bénévolat, puisque je l'ai dit, on ne veut pas utiliser des fonds publics, on ne veut pas utiliser un seul euro de fonds publics, et on ne veut pas le faire, on ne veut pas se mettre hors la loi. Et donc on a un réseau, on a une dizaine de bénévoles qui accompagnent la dizaine de jeunes en question. Donc ça fait 5 ans, ça fonctionne bien. Alors c'est un tout petit dispositif d'Arelia, ça représente à peu près un millième d'Arelia. En termes de budget, c'est environ le millième du budget global d'Arelia, financé et accompagné uniquement par des bénévoles. Voilà, alors un petit mot sur Arelia. Donc Arelia, effectivement, Jacques l'a dit tout à l'heure, une grosse association, 600 salariés, donc 200 permanents et 400 personnes en insertion, réparties donc sur la Meurthe-et-Moselle, un petit peu sur la Moselle. Mais une association qui, on se le dit souvent entre nous avec regret, est devenue, depuis sa fondation, un petit peu un opérateur de l'État, tout du moins pour une grosse partie de ses activités. On est des opérateurs de l'État, en tout cas l'État nous voit comme ça, et l'initiative associative qui a donné lieu à Arelia et au Grand Sauvois et aux 2 autres associations racines d'Arelia, l'initiative était une initiative privée, tandis que maintenant, toutes les opérations à caractère social sont des initiatives de l'État ou des collectivités. Donc, en tant qu'association, on trouve qu'on n'a plus beaucoup d'initiatives, sauf cette initiative dont je viens de vous parler. Voilà. Peut-être vous aurez des questions par rapport à ça. On a mis sur la table à l'entrée un petit prospectus. Si des fois vous avez le cœur vous en dit, ou bien le cœur vous le dit, de participer à notre action. Mais peut-être il y a des questions. On peut se prendre un petit temps de questions-réponses ou des remarques par rapport à ce dispositif un petit peu original au sein d'Arelia. On touche quand même aux questions de l'immigration. Vous n'ignorez pas que c'est un sujet qui est en débat actuellement au Parlement, en commençant par le Sénat, que les partis politiques se cognent un peu sur ces questions-là. C'est un euphémisme. Bon, on est souvent dans des représentations qui sont fausses, mais il y a aussi des représentations qui sont justes, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus contourner les problèmes. Et je signale qu'un énorme travail est fait par un des partenaires du CNES Grand Est, qui est Citoyenneté Active Lorraine, et que le vice-président est ici dans la salle, en la personne de Denis Poisson. Il a peut-être quelque chose à dire sur ce sujet-là, et en particulier par rapport à ces zones d'ombre, ces coins cachés, mais qui existent. Donc je suis sans papier, je n'ai aucune aide, et les associations de solidarité n'ont pas le droit d'utiliser de l'argent pour m'aider. Ça pose quand même un problème. Il faut en parler, et ce ne sont pas ces gens-là qui vont venir expliquer devant un aéropage comme celui-ci leur situation. Et je trouve personnellement anormal que ce soit uniquement par l'intermédiaire, on va dire, des bonnes volontés qui donnent de l'argent qu'on résout des problèmes qui sont des problèmes de journaliers. Où dormir ce soir, comment manger, être avec qui, parce que les questions de solitude touchent aussi ces gens-là. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième, c'est quand même la question associative que tu soulèves avec raison. Alors c'est vrai que c'est développé pour plein de raisons, y compris d'ailleurs avec des injonctions européennes, la concurrence libre et non faussée, etc. Donc les collectivités de plus en plus se sont mis sur le pied, évidemment, de faire des appels, comme des appels d'offres, des appels à projets. Ça ne veut pas dire que les associations sont dans l'incapacité à un moment donné d'avoir des idées, de les proposer
et que ce soit pris en compte par les politiques. Mais ça s'est quand même durci. Et donc c'est difficile. Et j'ai eu l'occasion de beaucoup entendre, notamment avec le comité de pilotage, des questions autour de l'avenir des associations sur lesquelles l'État compte. Et typiquement, tout à l'heure, on parlait par exemple de l'obligation de travailler quand on est au RSA. Vous savez, l'histoire des 16 heures à faire. Qui va les encadrer ? Alors, ça va être les associations, mais c'est pas simple. Et puis, quand vous encadrez des gens qui sont volontaires, qui ont le punch, qui savent que ça leur sert, c'est une chose. Si vous venez avec l'épée dans le dos, parce que vous êtes obligé de faire ça, un peu comme quelqu'un qui a été condamné par la justice pour faire des travaux d'intérêt général, c'est pas du tout la même chose. Donc là, il y a des éléments de débat qui touchent l'ensemble des associations. Peut-être, oui, Denis. Oui, Jacques, merci de tendre la perche à un poisson, ça ne pouvait pas rater. Alors, juste deux petits mots. Bon, pourquoi Citoyenneté Active Lorraine s'est saisie de cette situation? C'est parce que pour avoir été moi-même dirigé pendant une quinzaine d'années un foyer de l'enfance en Moselle et avoir vu passer dans son établissement, je pense, entre 6 ou 7 000 mineurs non accompagnés de toute nationalité, c'est un sujet, effectivement, qui nous tenait à cœur. Et l'initiative a été aussi en lien, et ça fait écho à ce que Bernard vient de dire, était en lien à l'époque avec le président du conseil départemental, Mathieu Klein, dans la mesure où le constat qui était fait, c'était une situation de conflit extrêmement importante entre les institutions, donc en l'occurrence les institutions prenant en charge les mineurs et les jeunes majeurs, c'est-à-dire le REM, le réseau éducatif de Meurthe-et-Moselle, et le Réalise, l'association Réalise, et une situation de conflit avec les associations plus bénévoles, intervenant également avec ces populations-là. On pense à Médecins du Monde, on pense à Toi pour les migrants, on pense à la Ligue des droits de l'homme, au réseau éducatif sans frontières, j'en passe, et d'autres. Et où on s'est rendu compte que le gros problème, c'était une incompréhension majeure entre l'investissement de ces associations bénévoles et les contraintes et limites des institutions prenant en charge. C'est la raison pour laquelle on avait élargi la réflexion aux institutions, deux grosses institutions prenant en charge les majeurs immigrés, c'est-à-dire Arelia et Ars, et où on s'est rendu compte qu'effectivement, et je cautionne tout à fait ce que tu as dit tout à l'heure, Bernard, à savoir que ces grosses institutions-là sont devenues soit des opérateurs de l'État, soit des opérateurs du département, puisque pour ce qui concerne les mineurs et certains jeunes majeurs, c'est quasi 100% de financement du département. Et du coup, avec eh bien, un certain nombre de contraintes, y compris celle de laisser à l'écart un certain nombre de jeunes, par exemple, qui ne sont pas reconnus mineurs par les instances adéquates et qui donc du coup se retrouvent du jour au lendemain à la rue et donc sont pris en charge et accompagnés par les associations bénévoles qu'on connaît, que j'ai citées tout à l'heure, et que du coup les associations reprochaient aux institutions leur manque d'humanité et les institutions ne pouvant faire que le constat des limites des financements pour lesquels ils agissaient. Et donc nous avons travaillé, c'était en 2019, nous avions fait une grande journée en présence de la préfecture, en présence du président du conseil départemental, etc., et pour échanger et pour mieux essayer de se comprendre, c'est-à-dire savoir quelles sont les limites des uns et des autres, et plutôt que de se regarder en chien de faïence, essayer de voir comment, dans la mesure où on s'occupe de la même population, comment essayer de mieux articuler les choses et comment essayer de mieux les faire avancer. Voilà, c'était très modeste. Néanmoins, ça a permis, avec quelques tensions, avec quelques débats un peu animés,
mais ça a permis effectivement une meilleure compréhension. Il y avait également beaucoup d'avocats qui sont extrêmement impliqués dans la défense juridique de ces jeunes et de ces moins jeunes, des médecins généralistes qui sont extrêmement mobilisés pour la prise. Ils ne sont pas très nombreux, je vous rassure, enfin, je vous inquiète. Ils sont déjà, comme disait Henri, pas très nombreux en général, mais encore moins nombreux à accepter de s'occuper de ces personnes en grande difficulté de citoyenneté, effectivement, en grande difficulté tout simplement au quotidien par une situation d'une précarité qu'on n'imagine pas. Et voilà. Et nous avons continué, juste pour faire un peu de publicité, nous avons donc continué notre action et nous avons organisé en septembre dernier, dans cette même salle d'ailleurs, une journée de réflexion sur l'accompagnement de la santé des personnes migrantes, mineures et majeures. Et nous continuons le 30 novembre prochain avec une demi-journée autour plus spécifiquement de la santé sexuelle des personnes migrantes, mineures et majeures. Quel partenariat possible justement avec entre les associations et les institutions. Il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites qui méritent à être mieux connues et à être développées. Je vous remercie. Je voudrais compléter quand même en disant qu'il y a quand même quelque part un certain conflit de valeurs entre les valeurs associatives et puis les valeurs qui transparaissent dans les lois de l'État. Au niveau d'Arelia, on a un projet associatif qui mentionne très clairement l'accueil inconditionnel. Inconditionnel, ça veut dire avec papier ou sans papier. Or, on nous demande de répondre à des appels d'offres pour les personnes qui ont des papiers. Et les gens qui n'ont pas de papier, il y a 0 €. Donc il y a vraiment, je pense, des valeurs différentes. Et je pense qu'au niveau associatif, nous devons, nous, défendre nos valeurs fortement. D'autres associations veulent prendre la parole? C'est le moment. Ça va super bien pour toutes les associations. Oui, attendez, vous prenez le micro. Alors, Casimir Smirowski, moi je suis bénévole à Emmaüs. J'aurais voulu savoir quel dispositif vous mettez ou comment vous hébergez les sans-papiers, les sans-abri. Oui, alors effectivement, j'ai oublié d'en parler. Cette dizaine de personnes que l'on accompagne, on leur fournit 3 choses. On leur fournit, premièrement, une chambre, donc un hébergement. Donc qu'on paye avec les cotisations de notre réseau. Et la deuxième chose, c'est on leur fournit un petit pécule mensuel de 100 €, plus une carte de bus, plus un abonnement téléphonique. Donc 100 € pour vivre, tout compris. La nourriture, les frais liés à la santé, enfin tout, quoi. Et la troisième chose qu'on leur fournit, c'est qu'on leur propose, c'est un accompagnement individuel. C'est-à-dire que chaque personne a 1 ou 2 référents. C'est vraiment des référents de proximité. Éventuellement, pour certains, ils sont intégrés dans la famille de leurs référents. Ils sont vraiment... il y a des liens vraiment très forts. Sachant que le travail que l'on fait, que font ces référents-là, ce n'est pas un travail de travailleur social, parce qu'ils n'en ont pas la compétence, et ce n'est pas la même logique non plus. Oui, c'est pas du tout le même esprit. C'est plus de l'humanité, de l'humanitaire, de l'humanité. Alors je dois dire aussi qu'on a relativement peu de résultats, peu d'évolution dans les parcours. On a quand même une personne, le premier qui a été pris en charge, qui a pu faire des études. Étant sans papier, il a pu faire des études. Il a obtenu un bac pro d'électricité. Il a trouvé un employeur qui a bien voulu lui faire un contrat de travail. Du coup, il a eu un titre de séjour pour raison d'emploi. Et il est actuellement autonome. On ne lui donne plus l'argent. Il a son appartement et il travaille. Tout va bien pour lui. Pour 1 an, il a un titre de séjour d'1 an, renouvelable si l'État le veut bien. Voilà. Oui, bonjour monsieur. Je fais partie des frères des petits pauvres. J'aurais voulu savoir,
si votre association s'occupe simplement de gens immigrés, sans papier, ou s'il y a plus de personnes d'autres. Alors, l'association Arelia accompagne chaque année 3 à 4 000 personnes. Et c'est une petite partie sont des migrants. On ne les a pas chiffrés, mais on a en permanence 200 ou 300 migrants que l'on accompagne, mais des gens qui ne sont pas en situation irrégulière. C'est des gens qui sont ou bien en cours de demande d'asile, donc ils suivent la procédure de demande d'asile, ou bien qui ont été régularisés. Oui, mais la très très grande majorité des personnes que l'on accueille à Arelia, c'est des personnes tout à fait régulières, hein, pas forcément, pas spécialement migrants, sauf que dans ce petit dispositif que je viens d'évoquer, qui ne prend en charge que 10 personnes, là c'est tous des migrants et il se trouve que c'est tous des personnes d'origine africaine. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Vous occupez simplement que de personnes africaines. Vous non. Vous avez d'autres personnes. Dans ce petit dispositif, on peut tout à fait être amené à prendre des personnes, on en a eu d'ailleurs, des personnes des pays de l'Est. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui. C'était pour savoir simplement si c'était simplement une association qui s'occupait justement de personnes comme ça, africaines, ou si justement il y avait un global. Donc c'est une grosse association, Arelia, mais dans cette grosse association, il y a plein de dispositifs, et il y en a un, tout petit, qui s'occupe d'une dizaine de personnes migrantes. Ah d'accord, merci, voilà. Merci. Très bien. Autre prise de parole, on prend le temps. Bonjour, donc je m'appelle Lidvine Bocré, je suis assistante sociale dans un centre hospitalier. Alors moi, c'était une petite remarque pour les personnes qui sont en difficulté d'accès aux soins. Je ne sais pas si vous avez connaissance de l'existence des PASS, permanence d'accès aux soins de santé. Oui, bien sûr. Mais les personnes qu'on accompagne, là, ne vont pas dans les PASS, puisqu'ils ont généralement, dans l'accompagnement qu'on leur procure, on les fait s'inscrire à la CMU ou à l'AME, la fameuse AME qui est en discussion actuellement aujourd'hui au Sénat. Et donc, ils bénéficient, ils ont les prestations de base chez les médecins, ils n'ont pas besoin de passer par la PASS. Mais après, tout le monde sait qu'il y a des délais pour accéder aux droits. Il y a des carences, que ce soit pour la C2S, anciennement CUMUC, ou l'AME. Et quelquefois, ça peut être très long et les PASS peuvent permettre d'accéder aux soins le temps de l'ouverture des droits, par exemple. Oui, on le sait bien. Oui, c'est très bien, c'est un excellent service. Je me suis permis d'en parler parce que je me suis rendu compte que malgré que ça existe depuis 1998, souvent c'est méconnu par beaucoup de monde. Voilà, on touche à la question de la connaissance des outils, et ça c'est vrai tout particulièrement pour les travailleurs sociaux. C'est quelque chose qui est difficile à intégrer d'ailleurs au cours des formations qui préparent les professionnels à être des intervenants sociaux. Et on verra avec Jean-Marie Morel autour de la question de l'accession aux droits, des nouveaux outils qui sont mis à disposition, notamment des professionnels, pour être plus opérants. Voilà. Est-ce qu'il y a encore l'une ou l'autre question ? Sur la question de la vie associative, je voudrais restituer aussi quelque chose qui a fait débat dans le comité de pilotage, dont vous avez tous les actes qui sont déjà en ligne sur le site qui vous a été indiqué. Et tout ce processus, pour moi, a été aussi important que la journée d'aujourd'hui, qui est un peu un point d'aboutissement. Au niveau des associations, l'idée était que donner la parole, renforcer la capacité de donner la parole aux gens, ce n'est pas notre truc. Nous, on s'occupe des sandwichs, nous, on s'occupe du toit, nous, on s'occupe de... Voilà. Autrement dit, l'intendance, c'est nous. Bon, je ne veux pas être méchant, parce que je sais bien qu'il n'y a pas que l'intendance et qu'il y a beaucoup de gentillesse quand on fait de l'intendance et que c'est capital. Mais il y a tout de même quelque chose qu'il faut mieux partager, parce que aussitôt par derrière, il y avait l'idée « Ah, mais
pourquoi est-ce que nous on ferait ça? Il y a une association qui est spécialisée là-dedans, c'est ATD Quart-Monde. Alors moi je dis aux associations, mais c'est vrai aussi pour tous les établissements sociaux et médico-sociaux, attention. La question du renforcement de la capacité donnée à chaque personne d'être auteur de soi-même, d'être auteur d'une parole qui est entendue, qui a une place reconnue au niveau des institutions, ça c'est le job de tout le monde. Il faut qu'on change de ce point de vue-là, et je pense que toutes les associations, je leur propose en tout cas, d'essayer de mener une réflexion en leur sein, avec leurs salariés et bien sûr avec leurs bénévoles.